quotidien populaire encore moins, c'est-à-dire vous avez beaucoup plus d'articles sur la maçonnerie dans Libération que dans le Parisien, par exemple. Et dans les hebdos, vous avez par exemple l'Express, où il y a un journaliste, François Coche, qui est le spécialiste de la maçonnerie, qui sort régulièrement, qui a un blog là-dessus. Or, c'est cette facette-là qui intéresse les lecteurs de la presse. On peut dire ce qu'on veut, mais si par exemple demain vous proposez à un journaliste que vous avez dit ce que vous avez dit, je doute qu'il fasse la une avec ça. Hélas, vous allez le regretter, mais c'est comme ça. En revanche, si demain vous dites, écoutez, je viens de découvrir des brebis galeuses de mon obédience qui ont fait des détournements de fonds, je voudrais en parler, là tout de suite vous allez avoir 5 journalistes qui vont se ruer sur vous. C'est comme ça, vous pouvez le déplorer, mais c'est ça. L'autre facette, l'autre facette est la facette ésotérique et symbolique. Or, cette facette-là, elle est ventilée sur différentes obédiences. Elle n'est pas partagée par tous les maçons. Moi, demain, je peux vous trouver deux maçons. Un qui soit athée, agnostique, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ésotériques, je ne veux pas en entendre parler. Et un autre qui sera peut-être dans une autre obédience, qui sera peut-être dans des hauts grades, qui va travailler à certains rituels, et qui va avoir un discours extrêmement intéressant sur certains aspects ésotériques de la maçonnerie. Or, cette facette-là, symbolique et ésotérique, n'intéresse pas forcément les médias, si ce n'est peut-être Historia, ou rarement quelques-unes, en particulier Le Point. En revanche, elle passionne littéralement les lecteurs, et là qui vont sur la littérature, en particulier sur la note en thriller ésotérique. Et vous avez une dernière facette, qui est là, et cette facette, je dirais, sociétale, où là c'est l'engagement de la maçonnerie dans la société, ce que vous avez évoqué précédemment. Et là, il y a aussi une schizophrénie dans la maçonnerie, c'est-à-dire que vous avez des grands maîtres qui peuvent avoir un discours extrêmement extériorisé, et d'autres qui n'auront pas ce discours. Qu'est-ce que vous faites avec le profane qui n'y connaît rien? Un jour, il entend un grand maître dire bah, écoutez, voilà, nous on était à la pointe du progrès. Nous, les femmes, l'égalité entre l'homme et la femme, ça fait une centaine d'années qu'on le pratique. Donc vos histoires, je trouve ça un peu, moi-même, je trouve ça un peu ringard parce que moi j'ai déjà pratiqué mes prédécesseurs. Et de l'autre côté, moi je vais vous trouver un autre grand maître, pas vous forcément, mais on va dire d'une autre obédience liée au monde anglo-saxon, qui va absolument pas tenir ce discours, où les ateliers sont interdits aux femmes. Donc le profane, mais il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien. Pourquoi? Parce que pour le profane, il y a une maçonnerie, et cette vision de la maçonnerie, elle est en décalage avec la réalité qui est une maçonnerie éclatée. Et si vous rajoutez à ça, et j'en finirai avec ce truc, qu'en fait, reprenez ce concept, vous rentrez, vous savez qu'il existe une communauté de gens que vous estimez bien. Pour y rentrer, il faut être initié. Ensuite, on va vous donner un mot de passe. Munis de ce mot de passe, vous allez rentrer dans cette enceinte qui sera hors du temps, qui sera à la rigueur virtuelle. Et une fois que vous êtes dans cette enceinte, vous vous faites plein d'amis. C'est pas la franc-maçonnerie, ça c'est Facebook. Enfin, si ton ami d'enfance avait été berger corse, Marcas aurait donc été berger. Absolument. Encore voilà, effectivement. L'idée, effectivement, un mot justement sur cette notion, parce que ce que décrit très bien Eric, c'est cette notion de secret et donc de fantasme, enfin en tout cas de suspicion. Est-ce que la question du secret d'appartenance est quelque chose qui est totalement qui n'est pas négociable malgré l'évolution de la société, ou au contraire, est-ce que ça c'est une piste pour une prise en compte? Et est-ce que justement ce que vous commencez à évoquer, c'est-à-dire le fait que qu'est-ce qui va distinguer la maçonnerie d'un think tank? En fait, on dit que la France n'a pas de think tank historiquement, contrairement aux Allemands, aux Anglais. Est-ce que justement, quand vous faites une note sur la dépendance, quand vous faites une note sur comment la parité, pourquoi, comment, alors j'imagine qu'il n'y a pas l'aspect tout à fait opérationnel d'un think tank qui pourrait dire voilà la clé de financement, l'impôt doit porter là-dessus et la clé de répartition, mais c'est en fait ce qui pose la spécificité de cette maçonnerie, c'est son caractère confidentiel, secret, plutôt que sa capacité à produire des idées, ce qui est toujours souhaitable dans un débat public. Je vous en prie. Je vais vous répondre d'une façon détournée. D'abord, sur le secret, je crois que ce qui fascine peut-être les lecteurs, au-delà de la presse et des magazines, c'est la dimension, comment dirais-je, la dimension de mystère, c'est-à-dire la dimension de la partie de soi
qui est caché. Alors, quand on est psychanalyste, on dit c'est l'inconscient. Quand on n'est pas psychanalyste, on dit le mystère, l'inconnu, l'inconnaissable. Le mot inconnaissable est souvent utilisé en maçonnerie. Or, au fond, la franc-maçonnerie est avant tout une école où on apprend cette humilité et le renoncement à la connaissance totalitaire du monde et de soi. On sait, c'est un chemin, et on sait que ce chemin n'aboutit pas à une destination. Et alors, par rapport à un think tank, comment fonctionne la maçonnerie? Vous voyez, hier soir, je suis allé à une tenue, qui était une tenue d'anniversaire, et nous avons célébré les 20 ans d'une loge. Et j'ai dû donc prendre la parole à la fin, puisque je préside la fédération, dire quelque chose. Et qu'est-ce qui m'est venu? Il m'est venu de dire que ce que nous avons vécu là, ce que les uns et les autres ont vécu là, ce que nous avons tous ensemble vécu, c'était plus que la somme de chacun des membres de l'atelier. Dans une association profane, lorsque vous mettez des gens les uns à côté des autres, ils débattent, mais ça ne va pas plus loin que ça. La dimension de l'initiation, la dimension de prise en compte de ce mystère, ce que précisément les médias voudraient bien connaître, mais ne peuvent pas connaître, et ne pourront jamais connaître, si ce n'est en y allant eux-mêmes, c'est que ça provoque, allez, je vais dire, ouvre le champ de conscience d'une certaine façon. Je ne veux pas le développer ici parce que ça serait très barbant. Et cette ouverture suscite quelque chose qui est de l'ordre du sublimatoire, de la sublimation, pour parler encore une fois en termes de psy. Et lorsque vous mettez 20, 30, 40 personnes ensemble et que vous les mettez dans cet état, ils sont capables de produire plus que ce qu'ils produiraient s'ils étaient isolés ou s'ils étaient simplement dans une assemblée profane. Ça, c'est la maçonnerie. Ça, c'est le vrai travail des maçons. Alors après, c'est vrai, il est illusoire d'imaginer qu'une société humaine n'a pas de travers, qu'il n'y a pas des gens qui rentrent pour telle ou telle raison, Pour ce qui concerne le droit humain, notre obédience est tellement particulière que venir chez nous pour profiter des réseaux d'influence, c'est difficile, hein, c'est difficile. Donc je ne suis pas très inquiet à cet égard. Un mot sur le secret quand même de l'appartenance. Alors le secret de l'appartenance, alors écoutez, chaque maçon est libre de dire qu'il est maçon, qu'il n'est pas maçon. Il est formellement interdit et condamnable de révéler l'appartenance de son voisin, voilà. Ça, c'est une question personnelle. Nous estimons, nous, pour ce qui nous concerne, de plus en plus, que dire qu'on est franc-maçon n'est pas une faute de goût. Voilà. Moi, je l'affirme haut et fort. Je crois que, bon, en plus, j'ai eu du mérite, oui. Et en plus, je suis encore en activité professionnelle. Hein, bon, donc, je suis responsable d'un service hospitalier. Tout le monde le sait. Bah, c'est comme ça. Voilà. Et je crois que, alors, il existe encore, il faut le dire, peut-être héritage de la Seconde Guerre mondiale, des frères et sœurs parmi nous qui ont une réserve parce qu'ils ont le sentiment que la révélation de leur appartenance va les desservir et va jeter sur eux un regard péjoratif. Et c'est ce à quoi nous nous employons lorsque nous proposons nos travaux, c'est justement pour dire à la société civile, voilà ce que nous sommes. Il peut y avoir parmi nous des brebis galeuses, bien sûr, nous n'allons pas prétendre être sans tâche, mais voilà ce que nous faisons, voilà ce que font l'immense majorité des frères et des sœurs qui travaillent dans les loges. Alain Noël. Moi, sur le problème du secret d'appartenance, je pense que Jacques vient de dire l'essentiel. Chacun peut se dévoiler maçon et je crois que tous ceux qui le peuvent le dire, car ça n'est nullement un déshonneur d'être maçon. Ça pose même parfois quelques problèmes. Sur le plan des réseaux, penser que d'être maçon vous ouvre des portes, c'est pas la réalité des choses. Ce qui me concerne, j'ai fait beaucoup de syndicalisme médical et un tout petit peu de politique. Je peux vous dire que je suis devenu président du syndicat des médecins de la région du Nord-Pas-de-Calais, puis après président de l'union régionale, malgré mon appartenance maçonnique qui était quand même vivement critiquée. Je ne le disais pas ouvertement, mais j'entendais bien autour de moi dire oui, il est franc-maçon. Est-ce qu'on va élire quand même ce franc-maçon?
l'appartenance maçonnique ne résout pas les problèmes. Enfin, le risque, c'est qu'on dise il a été élu parce qu'il était franc-maçon. Donc le problème, Bien sûr, il est. bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas la réalité des choses. Il y avait dans mon syndicat médical très très peu de francs-maçons, très très peu. Et tous les autres étaient soit médecins de gauche, soit médecins de droite, assez hostiles à la franc-maçonnerie. Sur le plan du secret des travaux, je pense que Jacques a dit l'essentiel. Il se produit dans une loge maçonnique quelque chose qui est plus important que ce que chacun y amène. Le tout est plus important que la somme des parties. C'est une vieille. Et c'est plus important pourquoi? Tout simplement parce qu'une loge maçonnique qui fonctionne normalement, elle comporte en son sein, en ce qui concerne la grande loge, ce ne sont que des hommes, mais c'est valable pour toutes les obédiences, mixtes ou féminines, elle comporte en son sein, donc je vais parler d'hommes, des hommes qui ont des opinions politiques différentes, qui ont des opinions religieuses différentes, des convictions philosophiques différentes, des appartenances syndicales différentes, qui viennent de milieux sociaux différents. Et tous ces hommes travaillent ensemble sur des sujets ou symboliques ou des sujets de société, ça dépend, ou des obédiences, voire des loges, bien souvent dans la même obédience. Comment se passent les choses? S'il n'y avait pas le secret qui va être gardé sur ce qui va être dit, comment imaginez-vous que deux personnes, j'en ai fait l'expérience, d'opinions politiques différentes sur un sujet de société, puissent échanger complètement et librement de cœur à cœur sur ce qu'ils ont de plus profond en eux, sur des sujets de politique avec un grand P, s'ils n'ont pas la certitude que le lendemain, on ne dira pas, dans ce qui me concerne dans la Voie du Nord, que l'adjoint au maire socialiste et que le représentant de l'opposition RPR se sont mis d'accord la veille. C'est inimaginable. Inimaginable. La seule façon de pouvoir discuter sans renier ses convictions et sans faire de compromission ni de compromis dans c'est de pouvoir dire exactement tout ce qu'on pense à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, et qu'inversement, lui aussi puisse dire tout ce qu'il pense de ses convictions religieuses, politiques, en sachant bien qu'il ne pense pas comme vous. La seule manière que le dialogue puisse aller jusqu'au fond des choses et susciter la curiosité intellectuelle, l'envie de comprendre ce que pense l'autre, c'est qu'il y ait le secret absolu de nos échanges. Et à partir de là, il peut se produire des choses qui sont... Parfois, il y a des convergences qui se font sur des sujets de société, et ça se traduit, mais pas immédiatement. Ça prend du temps, les convergences. Ça prend 5 ans, 10 ans, le temps que ça mûrisse dans les esprits. Et puis un jour, il y a une loi qui sort sur la contraception. De toutes les familles politiques et toutes les familles philosophiques, il y a quelque chose qui se fait, parce que ça traduit l'esprit de la société du moment, esprit de la société qui a été travé dans les loges par des hommes et des femmes qui ne pensaient pas forcément de la même manière. Et ça, c'est fondamental. Vous supprimez ça, il n'y a plus d'influence du tout, et vous ferez des loges maçonniques, des repères d'ésotéristes convaincus qui ne déboucheront plus sur la vie dans la société. Or, une loge maçonnique, qu'elle travaille directement sur des sujets de société, comme plutôt les loges du droit humain, ou qu'elle travaille plutôt sur des sujets dits symboliques, comme les loges de la Grande Loge de France, a pour finalité, en définitive, que le franc-maçon agisse dans la société. S'il n'y a qu'une dimension initiatique à l'action du franc-maçon, dans les loges, cette dimension est insuffisante. Ça doit déboucher forcément sur l'action dans la société, qui n'est pas forcément l'action de l'obédience. Sur la plupart des sujets, les engagements des uns et des autres, dans les loges que je connais, sont très divers. Par contre, chacun d'entre nous est engagé dans la société avec ses propres convictions, et l'éclairage qu'il a reçu en loge de la discussion avec des hommes et des femmes qui ne pensaient pas du tout comme lui au départ. Ce qui permet de moduler parfois les pensées, et sur certains sujets, d'avoir, au bout de 5 ans, 10 ans, des convergences d'action. Alors un mot juste avant de passer la question à la salle, est-ce que la définition, elle s'approcherait pas cette fois-ci, on quitterait le think tank pour être un parti politique? Parce que avoir vocation à influer sur la vie de la société, alors le parti il a vocation à la régir, à l'encadrer, effectivement à légiférer, mais est-ce qu'on n'est pas l'avantage de je régis la vie de mes contemporains sans me soumettre au suffrage universel? Ah non, c'est justement l'inverse, c'est rigoureusement l'inverse. Quelque part dans une réflexion, la réflexion est en amont du choix politique. La réflexion, si on pose une question sur la justice, c'est pas de trouver des solutions à la justice sociale, c'est de